L'écho par le prof, numéro 11, prise 27 512. Mes chers étudiants, mes chers élèves, mes chers économistes apprentis, bonjour de 7 à 77 ans, je suis très heureux de vous retrouver pour cet écho par le prof consacré à la réduction d'un bilan de banque centrale, c'est quoi ? Vous êtes très nombreux à me le demander parce que l'actualité évidemment porte beaucoup là-dessus, que ça a une influence très importante sur les taux d'intérêt, sur les prix de l'or, etc. Je l'ai évoqué d'ailleurs dans le JT de l'or en disant que j'en parlerai, que je consacrerai un écho par le prof complet sur ce sujet-là. Avant de vous parler de ce que c'est qu'une réduction de bilan, ça veut dire, si on réduit le bilan, que le bilan, à un moment donné, il a grossi. Donc, je voulais vous montrer l'évolution du grossissage, ça ne se dit pas du tout, hein, mais du grossissage, vous voyez le concept, des bilans des banques centrales. Alors là, vous allez avoir d'abord, en numéro 1, je vais vous montrer la courbe, c'est l'évolution du bilan de la Réserve fédérale américaine. Après, vous allez avoir le Japon. Et le troisième graphique que je vais vous montrer, c'est la Banque centrale européenne. Donc, je vais m'approcher de la caméra et je vais essayer de faire le point pour que vous puissiez bien voir ça et que ce soit pas mal à l'écran. Voilà. Alors là, vous avez la Réserve fédérale américaine. Donc, c'est juste une augmentation phénoménale. Vous le voyez, c'est une augmentation qui en plus dure dans le temps. Là, ici, c'est le Japon. Et donc, le Japon, même punition. Énorme évolution à la hausse, évidemment, du bilan. Et ensuite, on va terminer par la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, c'est évidemment la même chose. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre en bas les liens pour avoir les graphiques sur le site de la Réserve fédérale américaine, puisque toutes les données là que vous avez, c'est la Federal Reserve of Saint Louis, donc c'est une source tout à fait officielle. Je n'ai rien inventé, c'est très important que vous sachiez que là, ce sont des graphiques, source officielle, Banque centrale elle-même. Alors, les bilans, ils ont grossi. Pourquoi les bilans, ils ont grossi? Alors là, vous allez voir, c'est à la fois très complexe, extrêmement simple, comme l'économie à chaque fois. Et quand vous aurez terminé cet écho par le prof, eh ben, vous aurez un niveau doctorat d'économie pour Banque centrale. Et je plaisante à peine. On va voir des notions qui sont très compliquées en soi, mais qui en réalité, on peut vraiment les simplifier et les rendre abordables par tous. Alors, comment ça fonctionne déjà un bilan de banque centrale? On parle souvent de création monétaire. Et on dit la banque centrale a la capacité à créer de la monnaie à partir de rien. C'est vrai, ex nihilo, à partir de rien. La banque centrale, quelle qu'elle soit, la banque centrale européenne, américaine, va décider d'émettre aujourd'hui 1 milliard de dollars. Alors en général, on n'émet pas 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros, on fait plutôt 10 milliards de dollars ou 10 milliards d'euros. Hein. L'unité de base, c'est plutôt le 10 milliards que le milliard. Donc, pour faire simple, prenons 1 milliard de dollars. La Fed, la Banque centrale américaine, crée 1 milliard de dollars. Ce milliard de dollars qu'elle crée, elle va l'inscrire au passif de son bilan. Elle va inscrire ici 1 milliard de dollars. D'accord ? Elle a créé 1 milliard de dollars, elle le met dans son passif. Je me fais 1 milliard de dollars. Comptablement, on vient l'inscrire au bilan dans ce qu'on appelle la colonne passif. Et donc, on va en faire quelque chose de ce milliard de dollars qu'on a créé. Là, on l'a inscrit dans notre bilan, très bien, on est ravis. L'expert comptable a fait son travail, il a officié comme il devait, et il a passé son écriture comptable dans le bon compte qui allait bien. Parfait. Bon, mais ça, une fois qu'on a fait ça, on n'a quand même rien fait dans la vraie vie. On a juste fait une écriture comptable, que les comptables ne maîtrisent pas tout de suite. La comptabilité, c'est très important, mais ça reste une écriture comptable. Une écriture comptable n'a jamais d'impact dans l'économie réelle. Ce qui va avoir de l'impact dans l'économie réelle, c'est évidemment pas le passage de cette écriture d'1 milliard de dollars au passif de la Banque centrale américaine. Ce qui va avoir un impact dans l'économie réelle, c'est que ce milliard de dollars que la Fed vient de créer et qu'on vient d'inscrire dans le passif et dans le bilan de cette même Fed, elle va le verser à quelqu'un. Elle va le verser à qui? Elle va le verser, mettons, au hasard, à l'État américain, donc aux USA. Et les USA, pourquoi ils ont besoin de ce milliard de dollars? Parce que, par exemple, au hasard, ils auraient un déficit budgétaire. Ils auraient dépensé beaucoup plus que ce qu'ils n'ont rentré en termes de recettes fiscales. Et donc, il y a un décalage. Ce décalage, en moins, ça s'appelle un déficit, ça s'appelle un découvert. Pour vous ou pour moi, quand on a un décalage entre nos ressources et nos sous qu'on rentre et puis les sous qu'on dépense et les sorties, on a un découvert à la banque. Bon.
Et ce découvert à la banque, il va falloir bien le combler à un moment donné. Vous devez le combler. Et vous avez deux manières de le combler. Soit vous le remboursez, parce que vous avez une rentrée d'argent, ça s'appelle travailler, gagner une prime, ou alors vous allez emprunter à quelqu'un, soit à votre banque, qui va vous faire un crédit, et crédit qui va servir à rembourser votre découvert, donc vous allez équilibrer les choses. D'accord ? Vous aussi, vous avez quelque part un bilan, et à ce moment-là, vous aurez des dettes et un crédit que vous allez apurer sur plus longtemps. Soit vous emprunterez à quelqu'un d'autre, si ce n'est pas la banque. Mais le principe sera le même. Donc là, les États-Unis vont tout simplement emprunter ce milliard de dollars créé par la Fed et qu'on a passé au passif du bilan. Elle va prendre ce milliard de dollars pour venir équilibrer ses comptes ici. Donc en fait, la Banque centrale a créé 1 milliard de dollars pour prêter directement à son État, qui est l'État américain. En échange, et parce qu'une règle comptable de base, c'est qu'un bilan, ça doit être équilibré. Toujours, au centime près, entre deux colonnes, l'actif et le passif. Et donc, il y a toujours, face à une ligne de financement d'un côté, vous avez toujours un actif de l'autre. Et donc, l'actif, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être un bon du trésor, c'est-à-dire une créance, un titre, un papier, une reconnaissance de dette, mais qui va être considéré comme un actif. Et donc, dans la colonne actif de notre banque centrale, nous allons mettre un bon du trésor américain d'une valeur d'1 milliard de dollars. Super, on a un bilan. On a un bilan ici de banque centrale. Je vous présente votre première étude de bilan de banque centrale, et puis ce n'est pas des moindres, hein, une banque centrale américaine. On a créé 1 milliard de dollars de monnaie qu'on a enregistré au passif. Ce milliard, on l'a prêté à notre État souverain que sont les États-Unis. Les États-Unis nous ont émis évidemment un bon du trésor, qui est une reconnaissance de dette, on appelle ça un T-bond. Et ce T-bond, nous l'avons évidemment comptablement enregistré à notre actif, puisqu'il vaut 1 milliard de dollars. Je pense que normalement, on a compris comment on équilibrait un bilan. Alors, souvenez-vous, la courbe que je vous ai montrée au début, eh ben, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Pourquoi elle monte comme ça ? Ben, tout simplement parce que cette création d'1 milliard, ben, je vais recommencer, encore, et je vais la faire à peu près 4000 fois. Et donc aujourd'hui, j'ai 4000 milliards de dollars de total d'argent créé par la réserve fédérale américaine. Donc là, je n'ai pas un en fait, mais j'en ai 4000. Et donc en face ici, à l'actif, je vais avoir l'équivalent de 4000 milliards de dollars de titres divers et variés, et pour beaucoup, ce sont plutôt des titres avariés que variés. D'accord ? Pourquoi avariés ? Parce que, tout simplement, on peut avoir des doutes sur la valeur réelle des titres qui ont été mis dans le bilan de la Fed et qui ont été rachetés par la Fed à partir d'argent qui a été purement créé. Mais on va aller encore plus loin et on va voir maintenant comment on réduit le bilan. Alors, quand on a acheté un titre, un bon du trésor, un T-bond, ce T-bond, qui est en fait un crédit, qui est une créance, qui est une reconnaissance de dette, cette reconnaissance de dette, c'est un crédit. Quand vous faites une obligation, c'est un mot savant pour dire un crédit, un prêt. Ce prêt, il a une durée. Vous prêtez à 1 an, vous prêtez à 2 ans, vous prêtez à 10 ans. Et donc, vous avez le 10 ans américain, on appelle le 10 years T-bond, donc le bon du trésor à 10 ans. L'autre grande maturité, alors une maturité, c'est pour désigner la durée d'une obligation, c'est-à-dire la durée d'un crédit. Quand vous faites un crédit immobilier sur 20 ans pour acheter votre maison, eh bien, si on parlait le langage de banque centrale, on dirait « Mon cher, quelle est la maturité de ton crédit immobilier ?»« Ah, j'ai emprunté sur 25 ans. » Parle-moi clairement. Voilà, tout simplement. D'accord ? Donc, la maturité, c'est le mot savant pour dire la durée. Donc, en langage de tous les jours, on parle de la durée. Et donc, on emprunte sur une certaine durée. Eh bien, quand vous arrivez à maturité, votre bon du trésor, il va être remboursé. D'accord ? Et donc, les USA vont rembourser ici à la Fed 1 milliard de dollars pour un bon du trésor qui arrive à échéance. Et donc, quand l'État américain, les USA, vont rembourser ce milliard de dollars,
qu'est-ce qui va se passer ici? La Fed va encaisser 1 milliard de dollars qui lui sont remboursés. Et en face, souvenez-vous, là, comme on lui rembourse 1 milliard par rapport à un bon du Trésor, eh bien ici, je n'ai plus le bon du Trésor, il va venir s'annuler. Mais en face, vous voyez bien que j'ai toujours le milliard de dollars que j'avais créé, sauf qu'ici, l'État américain me rembourse ce milliard de dollars. Donc ce milliard de dollars ici, il va venir, et il va venir évidemment rembourser le milliard que j'avais créé ici. Donc la création monétaire que j'avais eue il y a, mettons, 1 an ou 2 ans, va venir s'annuler au remboursement de la dette. Comprenez bien que dans un système économique vertueux, il n'y a pas de création monétaire à partir de rien pour rien. Il y a une création monétaire à un instant T qui sera stérilisée, c'est-à-dire remboursée par la création de richesse à T plus 1, plus 2, plus X. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre masse monétaire ne gonfle jamais n'importe comment. Elle gonfle toujours en fonction de quoi? Eh bien, de votre capacité à créer des richesses et donc à votre capacité future de remboursement. C'est pour ça que c'est très important qu'on fasse des opérations de stérilisation, donc de remboursement. Et vous voyez bien que là, il y a création monétaire au départ et au début de cette opération, mais que quand il y a le remboursement par l'État fédéral du milliard qui lui avait été prêté, eh bien il y a stérilisation de l'argent qui avait été créé, c'est-à-dire une opération de remboursement. Une opération de remboursement de dette, c'est égal à de la stérilisation. On annule de la création monétaire. Et donc, vous n'avez pas fait de création monétaire n'importe comment. Et ça, c'est très, très, très important. La création monétaire, elle n'est pas débridée. Donc, là, aujourd'hui, comment la Fed va réduire son bilan? Eh bien, exactement de cette manière-là. Et là, vous êtes en doctorat de fonctionnement de banque centrale. Elle va réduire uniquement par les remboursements qu'elle va avoir. Et les remboursements qu'elle va percevoir, eh bien, il y en a certains qu'elle ne va pas réinvestir. En clair, mettons que là, l'État fédéral rembourse 10 milliards de dollars, eh bien, sur ces 10 milliards de dollars, la Fed va en stériliser, mettons, 8, et puis il y en a 2 qu'elle va à nouveau reprêter dans le cadre d'une nouvelle obligation avec une nouvelle maturité, c'est-à-dire un nouveau bon du Trésor sur une nouvelle période, un nouveau crédit qui sera fait à l'État fédéral. Alors, vous voyez bien que ça, c'est très compliqué parce que si on fait ça, là, tout va bien si l'État fédéral américain, il dépense de moins en moins, qu'il rentre de plus en plus d'argent et que le déficit se réduit, voire même devient positif. C'est-à-dire que ça devient un excédent, d'accord? Que le déficit se transforme en excédent budgétaire. Là, il n'y a aucun problème si les États-Unis sont en excédent budgétaire pour faire de la stérilisation monétaire. Le problème qui se pose, c'est si les États-Unis continuent à être en déficit, qui va financer ce déficit? On va vous dire le marché. Le marché, c'est qui? Ce sont globalement les épargnants, d'accord? Vous, moi, les entreprises, peu importe. Ce sont tous les épargnants qui sont excédentaires, c'est-à-dire qui dépensent moins qu'ils ne gagnent. Tous ceux qui dépensent moins qu'ils ne gagnent sont des épargnants, et quand on cumule tout l'argent de tous les épargnants du monde entier, ben ça forme l'épargne disponible sur les marchés financiers. Et donc cette épargne disponible sur les marchés financiers va-t-elle être suffisante pour couvrir les déficits des États-Unis? Oui ou non? Sans compter que ce marché international de l'épargne, de tous les épargnants du monde entier, c'est un marché international. C'est-à-dire que l'épargne du monde entier va se charger de couvrir les besoins de financement du monde entier. Et rappelez-vous, on est dans un principe où il y a un équilibre entre l'actif et le passif. Au passif, je vais retrouver toute l'épargne de tous les ménages du monde entier qui vont devoir financer avec à l'actif tous les crédits qui vont être faits à tout le monde et à tous ceux qui en ont besoin.
Et là, qu'est-ce qu'elle dit, la Réserve fédérale? Elle dit, moi, je ne viendrai pas compenser en plus ce que le marché, lui, n'était pas capable de faire. Parce que pourquoi la Réserve fédérale a fait ça? Pourquoi la Banque du Japon fait la même chose? Pourquoi la Banque centrale européenne fait exactement la même chose et fait grossir son bilan? Pourquoi la Bank of England, qui est la Banque centrale d'Angleterre, fait elle aussi évidemment la même chose? Et la Banque centrale suisse, pareil. Pourquoi toutes les banques centrales du monde entier ont fait grossir leur bilan ces 5 dernières années? Tout simplement parce que le marché mondial de l'épargne n'est pas suffisant pour financer les besoins liés à tous les déficits cumulés. C'est pour ça que les banques centrales ont dû intervenir. Quand elles arrêtent leur intervention, eh bien, il va y avoir un trou dans la raquette. Et c'est là la grande interrogation. Si le trou dans la raquette est petit, eh bien, ça va simplement provoquer une hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire une augmentation des prix de l'argent. Je vous rappelle que le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. C'est combien vaut un sou que je n'ai pas. À combien vous me prêtez le sou qui me manque pour finir le mois? C'est ça le taux d'intérêt. C'est donc le prix de l'argent. On appelle même ça le loyer de l'argent. Eh bien, soit ça va faire augmenter les taux d'intérêt, un peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout, ce serait très étonnant. Soit ça peut même aller jusqu'à créer une telle augmentation des taux d'intérêt qu'on engendre un krach obligataire, c'est-à-dire qu'évidemment, on se rend compte qu'il n'y a plus du tout assez d'argent sur le marché pour financer les déficits, auquel cas la Banque centrale américaine sera évidemment obligée d'inverser le mécanisme de stérilisation. Elle sera obligée de repartir dans un mécanisme de création monétaire. Alors pour le moment, on parle de quelques milliards de dollars pour la prochaine opération. Ça va être très faible, ça va se faire de manière très très douce, voire même à dose très homéopathique. C'est pour le moment beaucoup plus un effet d'annonce qu'une réelle stratégie. Ça va beaucoup plus être une stratégie de communication qu'une réalité économique dans les faits, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la manière dont dépense l'État américain ou les déficits de l'État américain, eh bien évidemment, les États-Unis sont incapables de se financer autrement qu'avec l'intervention de leur banque centrale. Sinon, évidemment, pour le coup, le prix de l'argent va exploser, les taux d'intérêt vont exploser. Si les taux d'intérêt sont chers et sont très élevés, alors deux choses. Un, on a un krach obligataire parce que plus personne veut des vieux placements qui rapportent zéro, voire qui sont négatifs. Donc évidemment, tous les anciens titres vont baisser. Je vous renvoie à la vidéo « C'est quoi un krach obligataire ?» pour ceux qui veulent en savoir plus. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est évidemment que plus le prix de l'argent est cher, plus ça vient casser la croissance, puisque emprunter devient très cher. Donc vous ne pouvez plus acheter un appartement, vous ne pouvez pas acheter votre maison, vous ne pouvez pas investir dans telle ou telle affaire. Et donc, vous réduisez la croissance. Je rappelle que la croissance aux États-Unis n'est pas non plus débridée, dans le monde non plus, la reprise a été extrêmement molle. Donc l'économie américaine comme l'économie mondiale reste profondément fragile. Retirer des liquidités, c'est donc une opération à très haut risque. Stériliser, c'est-à-dire annuler de la création monétaire qui a été faite par centaines de milliards, d'accord? On parle de centaines de milliards aux États-Unis, plus en Europe, plus au Japon, plus au Royaume-Uni, plus en Suisse. Donc, c'est des milliers de milliards qui ont été déversés et créés dans l'économie. Effectivement, il faut les annuler pour éviter de partir en hyperinflation. Et je vous rappelle nos photos qui nous rappellent ce que c'est en permanence que l'hyperinflation, c'est 50 000 milliards de dollars zimbabwéens, ou c'est les assignats français, ou tous les brouettes, ce que je n'ai pas, mais les brouettes de marque, de marque en Allemagne dans les années 20, etc., etc. Donc pour ne pas partir en hyperinflation, il faut évidemment stériliser cette création monétaire, mais stériliser cette création monétaire nécessite que l'économie ait retrouvé le chemin de la croissance. La question est de savoir si l'économie a bel et bien retrouvé le chemin de la croissance, et mon analyse et que non, mais les faits nous diront dans les prochains mois qui a raison, qui a tort. Mon pronostic, c'est que ces opérations de stérilisation sont des opérations de communication. Elles vont être menées à dose homéopathique, elles ne seront pas durables. Janet Yellen va partir de... Donc Janet Yellen, c'est la gouverneuse, c'est la gouverneure de la Banque centrale américaine, et elle arrive en fin de mandat en février 2018.
Donc elle va réduire un petit peu, elle va augmenter un petit peu les taux d'intérêt, elle va redonner des marges de manœuvre à celui ou à celle qui la remplacera à la tête de la plus grande banque centrale mondiale, qui est la Banque centrale américaine, en février 2018. Et vous verrez qu'en février 2018, très probablement, le nouveau gouverneur se chargera d'inverser en partie la politique monétaire que Janet Yellen est en train de lui mettre en place pour lui préparer le terrain. Voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que vous aurez compris ce que c'est qu'un bilan de banque centrale, ce que c'est qu'une opération de création monétaire, ce que c'est aussi que l'équilibrage de bilan et ce que c'est qu'une opération de stérilisation monétaire. Si vous avez compris tout ça, eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. Vous serez en capacité de comprendre ce qui se passe et donc aussi de pouvoir anticiper et de prendre de bien meilleures décisions pour vous-même et pour vos proches. Je vous dis à très bientôt, mes amis, pour un prochain cours de l'écho par le prof.